Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 93 et cette fois c'est le vrai épisode pas 93, pas comme la semaine dernière où je me suis planté, j'ai annoncé le 93, c'était le 92. Bref, c'est pas grave, tu l'as vu dans le titre, on va aller directement droit au but aujourd'hui. Notamment sur la partie 3, va y arriver rapidement sur comment choisir et adapter son programme de musculation. C'est sans doute pour ça que tu es là aussi. Donc on va pas tarder à y aller. Juste pour info, je dois refaire l'épisode de podcast que j'ai enregistré tout à l'heure sans avoir branché mon micro. Bon, ça arrive. Heureusement, je me suis rendu compte au bout de 5 minutes. Donc je vais te refaire la petite intro rapidement. Journal de bord, cette semaine, ce qui s'est passé d'actualité, entre guillemets, c'est qu'on a donc fait le challenge pour lequel je vous en ai un petit peu parlé dans les derniers épisodes. C'était un challenge live, totalement offert, qui était dédié aux femmes de 30 à 50 ans. Ça s'est super bien passé, il y a eu plus de 200 participantes, beaucoup de retours positifs. On a vu ensemble pas mal de choses, des erreurs principales que la plupart des gens font. On a donné aussi une direction à prendre pour éviter que vous partiez dans tous les sens et vraiment que vous vous concentriez sur l'essentiel. Donc je suis très content euh, de ce challenge et des résultats, des résultats en tout cas des retours que j'ai eus. Donc voilà, merci à celles qui ont participé, peut-être qui écoutent le podcast aujourd'hui. C'était top et voilà. En tout cas, il y aura d'autres éditions de challenge. Je ferai un roulement certainement une fois pour les hommes, une fois pour les femmes parce que c'est pas tout à fait la même chose. Les objectifs sont un peu différents et les situations sont différentes. Donc on va essayer de faire ça comme ça, peut-être un par trimestre, un pour les hommes, un pour les femmes par trimestre. On verra. Sachant que j'avais un décalage horaire assez important d'ici une dizaine de jours. Je ne sais plus si je vous ai dit ma prochaine destination, je pense. Je vous en reparlerai de toute façon. Donc je reste jusqu'au 22 janvier ici à Dubaï. Et ensuite, je décolle pour une destination qui me fait grandement plaisir. Je vous en reparlerai. Bref, ça va être cool. Ça va être très très cool. Donc voilà, pour le journal de bord. Sinon au niveau des entraînements, moi ça roule comme d'habitude, 4 séances. Là j'ai encore changé d'appartement, tu peux peut-être le voir derrière moi, j'ai encore changé, donc je reste 10 jours dans celui-là. Enfin c'est pas un appartement, c'est une chambre dans un appartement. Je suis en face de l'immeuble dans lequel j'étais avant. Donc voilà, c'est le même type d'immeuble, c'est assez marrant. Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc du coup, changement de logement, ça veut dire changement de salle, ce qui est jamais bien de changer de salle tout le temps. Avec un nouveau matériel, là la salle est quand même carrément moins bien, et le matériel il est bien pourri. Donc bon, on va pouvoir s'entraîner, mais ça va être moins fun que dans la dernière salle. Et puis après, on verra dans ma prochaine destination comment je m'entraîne. En tout cas, le format full body reste d'actualité. C'est un nouveau format que j'étudie et que je teste depuis quelques moments, pardon. Et j'ai l'impression que ça commence à porter ses fruits. Je vais vous expliquer un petit peu après. Mais voilà, et de toute façon, la partie 3 de notre épisode aujourd'hui, on va parler du programme sportif. Donc je ferai des parallèles avec mon programme et on va voir parce que j'ai trouvé un article très très intéressant sur le site fitness.fr. Donc on va faire plus le nom, tu vois, c'est fitness.fr. C'est pas une méthode ou un truc, non, c'est fitness.fr. D'ailleurs, je vais continuer à boire mon petit café. Il est très très dégueulasse ce matin le café d'ailleurs. D'habitude, je mets au moins du lait parce que c'est du café soluble là. Putain, que je fous ça. Il n'y a même pas de lait, il n'y a rien. Donc c'est pas très bon. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc bah oui, par rapport au format full body que j'ai mis en place, moi je vais t'expliquer un petit peu après dans la partie 3, mais j'ai l'impression de progresser. En termes de performance, je progresse. J'ai été assez surpris de mes performances, notamment sur les dips cette semaine, où j'ai clairement explosé mon record, et je sais pas comment c'est possible. Alors c'est les poids qui sont bizarres ici, mais ça m'étonnerait. Où en fait j'ai réussi à faire 8 répétitions à 22,5 kg, alors que dans mes croyances, encore une fois c'est peut-être des croyances, j'étais largement en dessous en termes de niveau. J'avais jamais mis aussi lourd. Alors la raison aussi, c'est que très souvent je m'entraîne sans ceinture de lest, donc je m'entraîne avec je voulais prendre les haltères entre les jambes, ce qui du coup est extrêmement peu pratique. C'est peut-être pour ça aussi que je performais pas autant. Là j'avais une bonne ceinture, j'étais bien concentré, c'était mon premier exo et j'ai réussi à bien performer. Donc il y a peut-être ça qui joue. Je vais voir après sur les prochaines semaines si bon là il n'y a pas de ceinture de lest où je suis évidemment vu la gueule de la salle, mais voilà. En tout cas, et puis d'ailleurs je crois qu'on ne peut pas faire de dips. Mais bon, c'est pas grave, mais en tout cas les dips et les tractions, moi c'est des objectifs sur lesquels je veux performer cette année. Et je m'étais acheté, donc comme je t'avais dit, une ceinture de lest, mais j'ai dû la laisser à Nantes parce qu'elle était trop lourde. C'était trop lourde le truc. Des fois, tu sais, enfin moi je vous ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai un jour. Je vous remontrerai mon sac. Je l'ai à côté de moi. C'est un sac, c'est limite ton sac top pour aller au sport. Bah moi c'est mon sac pour vivre 6 mois dans l'année. Donc si tu veux, chaque kilogramme et chaque espace compte.
Et j'avais dit à un moment, bah fuck, la ceinture elle est bien, elle est très bien, mais elle prend trop de place. La chaîne, mon gars, elle fait 3 kilos. Donc bon, faudra que je trouve un truc plus minimaliste si je veux investir là-dedans, mais j'ai pas trouvé encore. Bref, on verra ça. Et donc voilà, pour ma semaine et tout ça, il n'y a rien de particulier autrement, beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement, et c'est ça qu'on veut. On va passer à la revue d'actualité, la revue de presse, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est cette partie-là en fait qui va être importante aujourd'hui. Je vais rouvrir l'article, je ne l'ai même pas ouvert pour te dire. Et d'ailleurs, dans une quatrième partie, il y aura un témoignage d'élèves et qui va concorder plus ou moins avec justement son programme sportif. Ce sera le témoignage de Marie. Marie qui est aussi une ancienne élève à moi, que tu as peut-être déjà eu l'occasion d'entendre lors d'un épisode de podcast. Alors, ça fait un épisode il y a un an, plus d'un an. Ouais, il y a même plus d'un an et demi même, qui était une de mes élèves et elle est repassée dans le challenge cette semaine pour faire un petit témoignage et qu'est-ce que je voulais dire, et elle a explosé les performances et elle le dit, et c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu son retour. Vous verrez à la fin du podcast, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point on peut progresser en musculation, surtout quand on est débutant ou débutante, enfin débutant entre guillemets. Dans les premières années on peut vraiment tout exploser, donc c'est vraiment intéressant. Bref, l'article de fitness.fr, vous pouvez le retrouver, vous tapez fitness.fr, comment choisir et adapter son programme de musculation. Ils nous disent, bonjour à vous passionnés de sport, de bien-être et d'effort physique. Vous êtes ici parce que vous avez pris l'engagement de transformer votre corps et d'améliorer votre condition physique. Voilà un objectif noble que nous saluons. Moi aussi je vous salue si vous écoutez ce podcast et que vous êtes déter pour vous trouver un programme de fou, je suis avec vous. La musculation est un excellent moyen d'atteindre cet objectif, mais par où commencer? Quel exercice choisir? Quel programme suivre? Autant de questions que vous vous posez sûrement. Pour rappel, la musculation, il y a différents types de musculation, circuit training, crossfit, peu importe. On va le voir juste après. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une résistance, donc soit des haltères, soit la gravité avec votre poids de corps, mais bon, c'est moins intéressant, soit des machines. Souvent, l'autre fois, je sais plus, j'avais dit dans le challenge, j'avais dit ouais, la Zumba ça compte pas en termes de renforcement. On m'a dit bah pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas de renforcement, il y a pas de résistance en fait. Enfin la Zumba, enfin tu vois c'est, ou même certains circuits training, vous faites juste des squats etc. Alors c'est marrant au démarrage, mais qu'on se le dise, vous progressez pas musculairement. C'est-à-dire que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les femmes notamment qui veulent une silhouette même tonique, affinée, etc. Il faut faire du renforcement. Vraiment, je vous le dis, trouvez le moyen que vous voulez, mais faites au moins 1 ou 2 séances de renforcement par semaine, toute votre vie. Moi, je pense que c'est vraiment la clé pour un corps en bonne santé. Et après, vous pouvez faire 2-3 séances, soit de running, soit d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais le renforcement, c'est la clé, vraiment, avec une surcharge progressive, encore une fois, on va le voir peut-être après. C'est la clé. Vraiment, depuis que moi je fais ça, je me sens un autre homme, j'allais dire, mais c'est vraiment ça. Bref. La musculation est un excellent moyen d'atteindre cet objectif. Donc l'objectif d'amélioration de conditions physiques, évidemment, de transformation de corps. Mais par où commencer? Quel exercice choisir? Quel programme suivre? Autant de questions que vous posez sûrement. Nous allons vous aider à comprendre comment progresser en musculation et à éviter les erreurs courantes qui peuvent ralentir votre progression ou causer des blessures. Vous êtes prêt à transformer votre corps et à transpirer? Pour interrogation. Oui, je suis prêt. Commençons sans plus attendre. Par quel programme commencer la musculation? Si vous êtes novice en matière de musculation, il vous faut choisir un programme adapté à votre niveau. D'ailleurs, je vous le dis, je vais être critique encore une fois sur l'article. S'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, je vais le dire. Pour passer par 4 chemins, je pense que vous commencez à me connaître. Si vous êtes nouveau dans le podcast ou nouvelle, vous allez vite comprendre qu'ici, on ne parle pas chinois. Bref, pour une initiation réussie, le programme de musculation dit Full Body est une excellente option. Il s'adresse particulièrement aux débutants en musculation. Le Full Body se caractérise par son approche globale. Chaque séance stimule l'ensemble des muscles du corps. Cette méthode permet de travailler et muscler tous les groupes musculaires au cours d'un même entraînement, offrant un équilibre parfait entre sollicitation et temps de récupération. Un programme Full Body typique comprend une sélection d'exercices polyarticulaires, ça c'est important, qui engagent plusieurs groupes musculaires simultanément. Ces exercices représentent 80% du programme et les 20% autres sont alloués à des exercices d'isolation qui ciblent des muscles spécifiques. La règle des 20-80, vous la connaissez, j'ai déjà dit, 20% de ce que vous faites va apporter 80% des résultats. C'est généralement ça, mais dans plein de domaines. Vous allez dans les domaines business, économique, c'est toujours ça. Il y a 20% des produits, même quand tu fais de la en grande distribution, c'était ça. On avait les 20-80, 20% de nos produits faisaient 80% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est ça dans plein de domaines. Et tu peux le faire même sur muscu quasiment. Si tu fais
c'est 20. Enfin, c'est expertise. Ouais, en gros, c'est oui. Enfin, bon, bref, je sais pas si je suis très clair, mais t'as compris. Avant de commencer tout programme de musculation, il est crucial de bien s'échauffer pour préparer le corps à l'effort et prévenir les blessures. Attends, parce qu'ils ont mis un lien cliquable sur bien s'échauffer, on va voir ce que ça dit. Ah voilà, quelques conseils pour bien s'échauffer avant une séance de musculation. Ah bah cool. Ils sont bien, hein, bravo. Hein. Bon, si jamais j'ai déjà fait un épisode, hein, là je refais un épisode sur la programmation sportive, j'en ai déjà fait. J'ai même fait des vidéos sur ça. J'ai même fait des conférences sur ça, sur comment créer ton programme sportif idéal, etc. J'ai fait des posts, j'ai fait plein de trucs. Mais je sais que c'est bien de faire des rappels. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent ou quoi, et qui savent pas forcément. Et donc c'est pour ça que je vous en reparle. Mais l'échauffement, c'est très important. Si tu ne t'échauffes pas quand tu fais une séance, c'est le cas de 90% des gens, on le voit bien. Alors les femmes peut-être un peu plus d'échauffement, mais souvent c'était pas trop quoi faire non plus. Mais les hommes, c'est une catastrophe. Hein. Ils arrivent, ils font des tractions, hop, chauffé, font des pompes, je suis échauffé. Non les gars, ça. Bref. Là, ils nous ont fait une petite truc sur l'échauffement. En gros, l'échauffement, ça apporte de l'énergie. En gros, le fait de monter effectivement la température du corps, c'est important. L'échauffement améliore la circulation sanguine, augmente la température musculaire, améliore la mobilité des articulations. En gros, on va lubrifier les articulations et sécréter un liquide synovial qui permet ensuite de pas, comme quand tu t'entraînes à froid, par exemple, c'est ultra risqué. Tu vois. Souvent, tu sais, t'as des petits jeux quand tu te promènes ou dans la rue. Hein. Moi, des fois, tu me vois quand je m'entraîne, je fais des trucs des parcs de street workout, etc. Tu peux faire des tractions, des dips et tout ça. Bah, c'est là où il y a le plus gros risque de blessure parce que souvent, tu te promènes. Moi, c'est un peu ça. C'est dès que je vois une barre de traction dans la rue, mais je suis pas le seul. Hein. J'ai envie de m'agripper, j'ai envie de sauter. Tu sais, on est un peu comme des gamins. Tu vois, il y en a qui font ça. Et le nombre de mecs qui se sont blessés en faisant ça, je pense à mon ami Julien notamment, qui je pense pas il écoute le podcast, mais celui que vous avez vu dans les épisodes de Colombie et de Bulgarie, qui aussi lui est un peu con comme ça. Et moi aussi hein, d'ailleurs, mais on a fait des vidéos comme ça, mais on fait gaffe quand même. C'est vrai que quand tu arrives sur ce genre de machine là, t'enchaînes les dips, t'es même pas chaud, tu vois, t'es totalement à froid, c'est un gros risque de blessure. Et il y en a qui le font tout le temps à la salle, ça. Et moi je sais que je le fais une fois ou deux pour le fun, et je me rends compte déjà que oh, putain, ça tire, c'est bizarre, tu vois. Donc les gars, vraiment, et les filles, faites attention. L'échauffement améliore également l'élasticité musculaire, amène plus de force. Oui, ok. Est-ce qu'il veut nous dire comment, justement? Ah oui, échauffement général, échauffement local. Donc en gros, l'échauffement général, on lège la charge, solliciter tous les groupes musculaires, chevilles sans fatiguer le corps. Bon, en gros, type d'exercice, faites du vélo, du rameur, de la course, des exercices en plimométrie, ok, pardon. Donc travailler à basse intensité sans se fatiguer. Alors moi avec mes élèves, je leur dis de faire du rameur. Moi souvent je fais le rameur parce que ça échauffe très bien les jambes. Ça échauffe aussi pas mal le haut du corps, les épaules un petit peu et le dos. Donc, pas vraiment les pecs, mais sinon voilà, t'as juste à faire un peu d'échauffement ensuite complémentaire pour les épaules et les pectoraux. Et globalement t'es presque prêt à y aller. Tu vois. Donc c'est un avantage. Que si tu fais que du vélo, tu vas échauffer le haut du corps. Donc c'est un peu le problème. Donc voilà, moi j'aime bien le rameur, je fais 2 minutes 30 avec mes élèves souvent et moi aussi, à allure tranquille. Tu vois, souvent il y a des gens quand ils font du cardio en début de séance, je sais pas pourquoi, moi c'était un peu mon cas aussi avant, j'en faisais 5-10 minutes de rameur, j'étais épuisé et après, oh faut que je fasse du renfo. Bah non, en fait non, le renfo c'est la priorité de ma séance, je fais un peu de rameur au démarrage, mais c'est pas pour me crever, c'est pas pour dépenser des calories, c'est juste pour augmenter la température de mon corps et lubrifier mes articulations. Et ensuite, effectivement, potentiellement, je peux faire du cardio en fin de séance, ce qui n'est pas mon cas parce que je vois pas l'intérêt pour ma part. J'en fais sur d'autres séances potentielles. Et ensuite, donc l'échauffement local consiste à isoler chaque groupe musculaire. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui le font, mais c'est important. En se concentrant sur les muscles et les articulations spécifiques qui vont être sollicitées lors de votre séance. Alors, si vous êtes débutant et que vous faites un full body, il va falloir échauffer tout. Effectuer des mouvements simples de gainage sans matériel, avec du matériel, sans charge ou avec des charges légères comme avec des haltères. Ouais, tu peux faire avec des haltères, biceps, triceps, épaules, etc. Moi, je le fais avec l'élastique. Parce que l'élastique, je l'ai toujours sur moi et je trouve ça pratique. Ils le mettent là aussi. Tu peux faire des mouvements basiques pour mobiliser tes articulations. Rotation des poignets. Moi, je le fais souvent parce que si tu fais un mouvement de pousser, de développer, etc., tu vois que les poignets ils prennent cher. Si tu veux pas avoir des tendinites, des bordels, je trouve ça important. Les épaules aussi, ultra important. Il y a beaucoup de gens qui se blessent au niveau des épaules. La tête. Tu me vois à la caméra, hein. Peut-être que je suis un peu des trucs comme ça, mais ça fait bien en plus. Vu qu'on est toujours comme ça sur l'ordi. Moi je sais que je fais souvent des tours de tête et tout ça, ça me fait du bien. Les chevilles, alors moi c'est vrai que les chevilles je les échauffe pas spécifiquement, mais je fais des fentes, des trucs comme ça et du coup ça les échauffe un peu, mais pas spécifiquement. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème de cheville, donc peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Flexion et extension des coudes, des jambes, extension thoracique. Donc voilà, c'est important. Et après quand vous commencez votre séance, je sais pas s'ils vont le dire, mais je vous le dis, montez en charge progressivement. Vous devez avoir un plan justement. Par exemple, imaginons que je veux faire du squat. Bon bah je vais commencer squat sans poids. Ensuite, je vais faire squat barre à vide.
donc c'est-à-dire la barre sans rien, ce qui fait 20 kg. Ensuite, je vais mettre 5 kg de chaque côté ou 10 kg de chaque côté, ça fait 40. Ensuite, je vais monter peut-être de 20 à 10, allez, 20, ouais, 10 à 20% à chaque fois, jusqu'à arriver à ma charge de travail. Série effective, comme j'ai dit dans le dernier épisode de podcast. Et là, c'est ces séries-là qui comptent. Mais si tu comptes, tu dis ouais, il faut que je fasse 4 séries, mais que tu comptes tes 4 séries d'échauffement, au final, t'as même pas fait une série effective, tu t'es jamais vraiment challengé. Ce qui est un peu dommage. Donc il faut compter ça. Dans les séries d'échauffement, faut pas en faire 40. Je sais que des fois, moi, je sais que je faisais trop de répétitions, j'en faisais 15 et tout. Je me rends compte, en fait, ça sert à rien. Tu montes en charge progressivement, tu fais entre 3 et 6 reps pour un peu tester la charge et psychologiquement de te sentir bien. Mais c'est tout, tu n'as pas besoin de t'épuiser, tu n'as pas besoin de prendre 3 minutes de repos dans les séries d'échauffement. Je pense que tu prends 30 secondes, hop, tu testes une charge, tu prends 30 secondes, même pas, hop, tu retestes une charge et tu montes petit à petit. Voilà, donc ça dépend de l'exo, ça dépend de ton niveau, mais je pense que ça c'est important. Ça prend 5 à 10 minutes. Vraiment, faut le prendre, faut prendre ce temps-là. Sinon c'est de la merde. Bref. Déroulement d'une séance typique de full body. Exercice polyarticulaire, squat, développé couché, rowing, traction. Alors le squat, tu dois savoir ce que c'est, je pense. Développé couché, donc c'est pour les pectoraux et ça travaille aussi un petit peu l'avant de l'épaule. Tu peux faire soit avec une barre, si t'es débutant, je te conseille pas. Avec des haltères, si t'es débutant et tout seul, je te le conseille pas non plus. Et avec une machine. Qui du coup n'est pas un développé couché, mais on peut appeler ça un chest press. En gros, t'es debout, t'es assis, pardon, et avec une machine. Si t'es débutant, je le conseille. Rowing, donc c'est pour le dos. Alors différents types de rowing, soit avec une machine, soit avec des haltères, soit avec une barre, peu importe. Le truc c'est de ramener la barre vers ton torse et de travailler le dos. Et traction, pareil, traction si tu sais en faire. Bon, c'est assez difficile, tu fais un tirage vertical avec une machine, la pull down s'appelle, ou des tractions avec élastique potentiellement. Ces exercices demandent un effort collectif de plusieurs muscles et sont généralement réalisés en début de séance quand le corps est encore frais. C'est 80% des exercices qu'on doit prendre en compte. Par contre, faire et du squat, du développé couché, et du rowing, et des tractions, c'est des exercices polyarticulaires certes, mais ça peut faire des séances assez difficiles. Et en fait, on se rend compte que un débutant, il fait du full body, oui, pourquoi pas, mais il faut bien avoir une section d'exercice cohérente, parce que ça peut aussi être épuisant. Moi, si je devais faire, et je vais vous expliquer un petit peu après mon programme, mais je prendrais que 2 exos principaux, entre guillemets. 2 ou 3 exos principaux et un peu d'isolation, parce qu'en fait, cramer sinon assez... Ah non, si tu veux vraiment performer. Bon. Exercice d'isolation, ils ont mis curl biceps, extension triceps, donc ça c'est pour le bras, et élévation latérale. Ok, je suis d'accord. Exercice muscle, par cible des muscles spécifiques et sont souvent réalisés en fin de séance. Moi je les fais en fin de séance aussi. Après il y a différentes écoles, hein. Là généralement c'est un truc de base, mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas de règles établies en musculation pour tout le monde. Je le redis, c'est important, moi j'ai appris ça aussi avec mon expérience là depuis quelques semaines et mois. Il y a des gens ils font des trucs différents et c'est pas pour autant que c'est mal. D'accord. Il n'y a pas de règles établies pour tout le monde, je le redis. Il y a des grands principes, mais selon tes objectifs, imaginons que toi tu as un retard sur le bras, bah, tu peux les travailler en début de séance si tu as envie. Potentiellement, en vrai, pourquoi pas. Parce que le truc c'est que moi je fais toujours les bras en fin de séance. Et c'est vrai que je sais cramer, j'ai un peu la flemme et peut-être que je perds pas beaucoup et du coup je prends pas des bras. C'est un exemple, mais voilà. Donc bref. À quelle fréquence s'entraîner? Donc à combien de fois t'entraîner par semaine? C'est ce que c'est. En gros. Faites 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions pour chaque exercice. Bon, ça c'est ce que je vous mets aussi dans les stories généralement si vous avez vu mes stories et ce que je fais aussi 3-4 séries. 3-4 séries effectives de travail, je le redis, c'est important. 8 à 12 répétitions, ça dépend un peu des muscles et ça dépend de mon motif. Moi, des fois, je fais un peu moins de 8 répétitions si je veux travailler un peu en force. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 12, sur les exercices en tout cas polyarticulaires, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sur les exercices d'isolation, pourquoi pas. Entre chaque série, prévoyez un temps de repos entre 60 et 75 secondes. Moi, je fais même plus que ça. Si tu as un certain niveau et que tu soulèves assez lourd, par exemple du squat, tu auras besoin peut-être de plus que 75 secondes. Tu vas te rendre compte que 2 minutes, 3 minutes, des fois, ça peut être cohérent, si vraiment. C'est optimal. Après, ça dépend. Il faut optimiser aussi le temps de séance. Bref. Ce temps de repos est essentiel pour permettre à vos muscles de récupérer, d'être prêts pour la prochaine série. Alors ça, c'est très important. Les temps de repos, ne les épuisez pas. Ne vous dites pas, ouais, c'est bon, parce que ça arrive très souvent. Ouais, c'est bon, moi, j'aime bien enchaîner. Easy, je performe. Non. Vous allez en gros, vous allez vous jeter dessus. Niquer, entre guillemets, ces temps de repos. Désolé pour la vulgarité, mais c'est un réflexe de débutant. Et c'est pas parce que vous enchaînez les exercices rapidement que vous êtes plus fort. Au contraire. Vous allez être moins fort pour soulever la charge et du coup vous allez avoir moins de performance, moins de gains et du coup vous allez stagner. C'était moi à un moment, hein, c'est pour ça que je te dis cash. Vraiment prends ton temps de repos. Et normalement, si tu es vraiment dans l'effort assez intense, c'est-à-dire la perception d'effort assez intense, logiquement tu en as besoin même psychologiquement. Si tu n'en as pas besoin, c'est que globalement tu as fait tes trucs, tu étais là tranquille, un peu relax, un peu chill et c'est que tu n'as pas géré ton intensité comme il fallait. Donc ça va venir, c'est pas grave. Mais voilà. N'oubliez pas que le choix d'exercice doit être adapté à votre niveau et à vos objectifs. Et je dirais aussi à vos préférences. Ils l'ont pas, moi je vous le dirai. Pour un débutant, l'important est de prendre les mouvements correctement et de se familiariser avec les sensations de l'entraînement en résistance. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez intensifier votre entraînement et augmenter la charge ou le nombre de répétitions.
Ouais, c'est important. Sensation, oui. Mouvement correct, c'est la base. Si aujourd'hui tu penses juste à mettre plus lourd, plus lourd, par ego ou parce que t'as pas compris, mais en même temps que tu as une exécution de merde, tu vas te blesser et tu vas voir, ça va pas être intéressant. Donc, ouais, attention. Comment choisir un programme d'entraînement? Donc, c'est une deuxième partie. Pour choisir un programme de musculation hebdomadaire, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Votre niveau, matériel à disposition, fréquence d'entraînement et vos objectifs. Si vous êtes un débutant, votre programme de musculation doit être structuré autour de 4 séances hebdomadaires. Pas forcément, ça peut être 3. Je pense que honnêtement, le minimum, ça serait 3. Je pense. 2 séances minimum de renfort si tu fais un sport à côté. Si tu fais pas de sport à côté, je conseille 3. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que ça prenne une majorité de la semaine. Parce que sans ça, si tu fais une majorité des jours de la semaine en étant sédentaire, ton corps va pas forcément devenir un de sportif. Tu vois, c'est un peu logique. Tu peux pas avoir les gains d'un corps de sportif si la majorité de tes journées tu fais rien en fait. C'est un peu comme raisonnement. Et ceci c'est une question d'habitude. Donc bref. Chaque séance ciblant différents groupes musculaires. Ok, on va voir justement après leur truc. Une des méthodes d'entraînement les plus populaires est la split routine. La split routine, donc il nous explique, consiste à entraîner différents groupes musculaires à différentes séances. Ça permet d'éviter le surentraînement et de donner suffisamment de repos aux muscles entre 2 sessions. Alors si on te rapproche, en gros, nous appelle ça le bro split. Le bro split, c'est un peu le truc des go muscu, donc des gens de la muscu des années 2000, quoi. Mais pourtant, je pense que c'est le format que la plupart des gens font. Parce que moi, quand je demande, souvent je discute avec des gens, là j'ai rencontré un gars à la salle hier, c'était un français. Il me dit, ouais, je fais une séance d'eau. Ok. Moi, je lui dis, je fais une séance full body. Okay. Mais c'est vrai que lui, il faisait une séance d'eau, il fait 2 séances d'eau par semaine. Moi, c'est ce que non, j'ai jamais vraiment fait ça parce que j'ai tout de suite regardé le contenu et des coachs qui effectivement nous expliquaient pourquoi c'était pas optimal. Mais je peux comprendre pourquoi ils le font. C'est parce que si tu regardes, je l'ai dit plusieurs fois, mais si tu regardes les bodybuilders ou les fitness girls ou ce que tu veux qui sont un peu avancés, souvent ils font ça. Alors les bodybuilders, c'est pour raison aussi parce qu'ils sont, j'ai déjà dit, mais parce qu'ils sont pas naturels, ils utilisent des produits de sang. Et donc le fait de faire des splits comme ça, souvent c'est intéressant pour eux. Mais pour un débutant, quoi, c'est absolument pas optimal en fait. De travailler un muscle une fois par semaine, pas optimal. Vaut mieux le faire en body. En tout cas, fréquence d'entraînement, je sais pas s'ils vont le dire après. Mais mieux, le plus optimal, c'est de solliciter un muscle 2-3 fois par semaine. Et c'est pour ça que moi je fais actual full body. C'est pour ça que j'ai l'impression, là en ce moment, je pense à bien progresser. Je vous expliquerai après. Bref. La planification de votre entraînement est très importante, permet d'optimiser l'efficacité du programme et d'éviter les blessures. Pour établir votre planning d'entraînement de la semaine, vous pouvez utiliser une approche basée sur le type de muscle. Ils ont mis jour 1, pectoraux, épaules, triceps. Donc en gros, c'est une séance push. Tu as le format push-pull leg, j'ai déjà expliqué. Pousser, tirer et jambes. Les exercices de pousser, c'est pectoraux, épaules, triceps. Jour 2, biceps. Donc tirage. Jour 3, repos. Jour 4, jambes, triceps, ischio et mollets. Jour 5, épaules, trapèzes, abdominaux. Alors, jour 5, un peu flingué, je trouve. Et jour 6, repos. Ça veut dire que tu vas travailler une fois la semaine. Tes épaules, tes pectoraux une fois la semaine. Tes jambes une fois la semaine. Est-ce que c'est optimal si tu entraînes 1, 2, 3, 4? Non. Ouais, pour moi, ça, c'est pas du tout optimal. Après, veillez à adopter une séquence d'entraînement adaptée à votre objectif. Si vous visez une prise de masse, par exemple, vous devez intensifier la fréquence de vos séances. Oui, enfin de toute façon quand tu traînes, tu veux prendre du muscle. Tu es là juste à brasser de l'air, donc prise de masse en un terme, mais oui, je pense que tu peux progresser. Donc moi je conseillerais pas ce format d'entraînement. Alors si t'aimes ça, c'est pas, tu peux progresser quand même comme ça. Mais en fait ils vont dire ouais mais du coup tu as suffisamment de temps pour récupérer, etc. C'est sûr que tu as une semaine pour récupérer de chaque muscle, alors c'est sûr que tu as suffisamment de temps. Par contre, moi un truc que j'ai appris, c'est faire des séances jambes complètes. J'ai un peu arrêté ça parce que ça me foutait des courbatures énormes. Mais genre vraiment le lendemain, à peine, on peut s'asseoir, on peut marcher, etc. Ce qui est normalement le cas, honnêtement, c'est assez rare les gens qui n'ont pas de courbatures après une séance jambes intense. J'ai parlé avec une personne là sur Instagram, je sais pas si tu écoutes le podcast, mais il m'a dit qu'il n'avait pas de courbature de jambes après une séance jambes. J'ai quand même des doutes sur l'intensité qu'il met, clairement. Je connais personne qui a de courbature. Honnêtement, quelqu'un d'avancé qui se la donne, qui met des charges cohérentes, hein, et sûr, si tu fais 4 squats au poids de corps ou avec des haltères de 5 kg, ça n'a rien à voir. Mais si tu mets lourd, moi tu vois sur le squat je mets plus lourd que mon poids, donc je mets pas 80-90 kg. Logiquement oui mes muscles réagissent, tu vois, il y a un truc qui se passe et yes bon la caméra avait coupé, ça arrive très souvent, c'est pas grave, logiquement on est encore là. Donc on était rendu à la planification des entraînements et je sais plus exactement ce que je disais, mais en gros ils nous disent que voilà, moi j'étais pas forcément fan de ce concept entre guillemets de un muscle par jour, et je vous expliquerai après notamment pourquoi. Bref, principes fondamentaux pour un programme de musculation efficace. Un programme de musculation efficace repose sur plusieurs principes. Ah, intéressant. Technique d'exécution. Une bonne maîtrise technique est primordiale pour profiter des bienfaits des exercices et éviter les blessures. Yes, on l'a redit, c'est extrêmement important. Si vous ne savez pas comment bien effectuer un mouvement, plusieurs choses. Première recommandation que je vous dirais, c'est certainement de prendre un coach sur les premières séances. C'est-à-dire
allez voir quelqu'un à l'accueil, demandez s'il y a un coach ou quelqu'un qui peut vous montrer comment marchent les machines. Ultra important. Ensuite, vous pouvez vous orienter vers un coaching en ligne. Potentiellement, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves, où en fait, je leur demande de se filmer s'ils ont un doute sur un exercice, ils me l'envoient et je leur fais un retour complet sur leur exécution toutes les semaines. Ce qui fait qu'ils progressent et ils savent exactement quoi faire, comment le faire, et aussi, on va voir comment la charge, elle peut progresser. Hyper important, on a beaucoup moins de blessures, on a beaucoup plus de progression comme ça. Justement, ils nous parlent de progression ensuite. Ils nous disent augmenter progressivement la charge et la difficulté des exercices pour continuer à progresser. Évidemment, si tu fais tout le temps la même chose, les mêmes charges, les mêmes nombres de répétitions, c'est le cas de beaucoup de personnes parce qu'on ne pense pas pouvoir progresser, eh bien on va stagner. Au début, ça marche quand on est débutant, mais au bout de 3 à 6 mois, si tu fais tout le temps la même chose, tu vas stagner. Des fois, on ne sait pas quoi faire justement pour progresser. On se dit, ouais, par exemple, je sais pas, je fais un mouvement à 50 kg, je fais 12 répétitions, mais si je mets 55, j'arrive pas du tout. Bon, ce qui se passe, c'est que tu vas quand même mettre 55, mais au lieu de te dire, je vais faire 12 répétitions, tu vas en faire peut-être entre 8 et 10. Tu vas en faire un peu moins. Tu vas peut-être réussir à en faire 8. La semaine d'après, tu vas rester à ta charge à 55, tu vas essayer d'en faire 9. Ensuite, tu vas essayer d'en faire 10. Tu vas essayer d'en faire 11, tu vas essayer d'en faire 12. Une fois que tu es rendu à 12, à 55, tu te dis, bon bah là, je peux monter à 60. Je mets à 60 et je recommence. 8, 9, 10, 11, 12. Tu vois. Et donc, c'est juste des petites progressions comme ça, avec le nombre de répétitions et la charge qui peut évoluer, tout simplement. Pour la plupart des cas de figure, en tout cas, ça marche bien. Écoute du corps, pardon. Faites attention aux signaux de votre corps pour éviter le surmenage et les blessures. Alors oui, excuse-moi, je vais boire de l'eau en même temps. L'erreur qu'on pourrait avoir, c'est effectivement de s'entraîner trop, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, ou de vouloir rattraper des séances, etc. J'ai aussi ça des fois dans mes élèves, ils veulent faire 2 séances par jour, rattraper des trucs de ouf. Non, moi je sais que j'ai 4 jours d'entraînement dans la semaine à la salle, c'est toujours les mêmes. Je sais que ça me permet pour moi d'être bien, d'être pas trop fatigué, parce qu'encore une fois, si t'es épuisé, c'est quand même pas cool. Le sport, c'est fait pour être en bonne santé. Si t'es épuisé et handicapé de la vie après, c'est pas optimal, d'accord? Et c'est pas plus t'en fais, plus t'as des résultats, encore une fois. Bref, nutrition, une alimentation équilibrée, riche en protéines, lipides et glucides de qualité est indispensable pour accompagner votre pratique de la musculation. Erreur principale que je note, moi, sur l'alimentation, c'est de pas manger assez. Quand on fait du sport, c'est un peu mon cas des fois, hein, c'est pour ça qu'avec du recul, je pense que j'aurais pu progresser beaucoup plus ces dernières années. Mais vu que je suis souvent en voyage, vu que voilà, j'ai toujours une alimentation un peu bizarre, je pense que si j'avais mangé plus, j'aurais pu prendre plus de muscles. Donc forcément, j'aurais stocké un peu de gras, mais je pense que j'aurais pu faire des prises de masse entre guillemets plus importantes. Mais voilà, moi je me sens bien comme ça me dérange pas, mais je pense que j'aurais pu. Donc vraiment, quota de protéines important et surtout nombre de calories. Si aujourd'hui vous tournez à moins de 1500 calories, vous faites du renfort, un homme ou une femme, c'est pareil, moins de 1500 c'est assez bas, voire très bas. Donc vous n'êtes pas en train d'optimiser vos progrès. Donc c'est important. Et enfin le repos, respecter des temps de repos suffisants entre les séries, on l'a dit, les exercices et les jours d'entraînement. Ouais, d'accord. Bon, en gros, prenez du repos. Ça peut être un jour sur deux, vous pouvez vous entraîner un jour sur deux. Potentiellement, si vous faites du full body, ça peut être pas mal. Ou alors, moi comme moi, vous faites 2 jours d'affilée, un jour de repos, 2 jours. Voilà. Bon, là, en réalité, en fait, je fais 5 jours d'affilée parce que je m'entraîne le mercredi, je fais courir. Mais là, on est samedi, je vais me faire repos. Dimanche, je vais faire repos aussi. Moi, j'aime bien parce que le week-end, surtout quand je suis à l'étranger, j'aime bien me promener, faire des trucs. Et si je vais courir le week-end, après, je suis flingué, ça me bute mon énergie. Ou si je fais un entraînement, ça me bute mon énergie. Et ça me prend du temps. Donc, je préfère. Voilà. Là, tu me diras, je vais pas hésiter parce que je fais le podcast. Mais bref. J'y reste après. Mais bref. Programme d'augmentation de la masse musculaire. Attends, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, un programme de renforcement, c'est forcément prendre de la masse musculaire. Si votre objectif est l'augmentation de la masse musculaire, optez pour un programme de prise de masse. Alors, je ne savais pas qu'il y a des programmes de prise de masse, il faudra qu'on m'explique. Ce type de programme se base sur l'utilisation de charges importantes, une bonne posture lors de l'exécution des mouvements et la recherche d'une fatigue musculaire à chaque séance. C'est le cas, non, normalement. Enfin, je vois pas, si tu fais du renforcement, t'es pas là en train de brasser de l'air. Bizarre. Dans le cadre d'un programme de prise de masse, le nombre de répétitions par série est généralement réduit entre 6 et 10, alors que le nombre de séries augmente entre 3 et 5. Les temps de repos et les séries sont généralement plus longs. En fait, c'est pas un programme de prise de masse, c'est un programme de force. En fait, si tu veux prendre de la masse ou perdre du gras, pour moi, et généralement, si tu regardes les gens qui ont un peu d'expérience, les programmes sont globalement les mêmes. Tu vois, ils font programme sèche, programme prise de poids, masse, non. C'est pas parce que des fois on dit ouais, faire des séries longues, prendre des temps de repos courts pour brûler plus de calories. Ça, c'est du bullshit à 10 000% gros. Et il y en a encore des coachs qui pensent ça, je trouve ça assez grave. La différence, elle est tellement moindre.
C'est pas parce que tu enchaînes les exercices que tu vas brûler beaucoup plus de calories, c'est pas parce que tu fais des séries longues que tu vas brûler plus de calories, c'est n'importe quoi. Ça va peut-être changer les 2% des calories de ta journée, on s'en fout au final, ça change rien. C'est ton alimentation qui va changer. Si tu veux être en prise de masse, consomme plus de calories, si tu veux être en sèche, mange moins de calories, c'est tout, tu vas faut arrêter. Bref. Programme de définition des muscles et réduction de la masse graisseuse. Programme de gain de force physique. Tu vois, ça c'est un peu pour ça que les gens ils s'y perdent après, c'est qu'en fait, au lieu de dire tu prends du muscle, tu fais ça, ils te sortent des trucs pour définition des muscles. Mais définition des muscles, ça veut dire quoi? Réduction de la masse graisseuse, ok. Bon, on va voir, mais bref. Lorsque l'objectif est la perte de poids et la définition musculaire, le principe est de pratiquer des exercices à haute intensité tout en maintenant une alimentation équilibrée et hypocalorique, donc c'est-à-dire en déficit. Voilà, c'est ça qui est important. L'exercice à haute intensité, pas forcément, t'es pas obligé. Je le redis, moi je fais perdre du poids à mes élèves, ils font même pas de cardio, ils font pas forcément de HIIT. Certains oui, certains non. Donc c'est pas obligé. Le circuit training est une méthode d'entraînement particulièrement efficace pour atteindre cet objectif. Ça c'est dans les croyances. Je pense réellement parce que je le vois avec certains élèves, ils me disent ouais moi je veux faire du circuit training, perdre du gras. C'est parce qu'ils ont lu un article comme ça et ils pensent que c'est la réalité. Ou alors ils ont vu un vieux coach qui leur a dit ça. Bref. Pour ceux qui visent la perte de poids, la définition musculaire, en fait c'est le cas de tout le monde, on veut tous être sec et musclé. Je veux dire à un moment il faut être logique. Notamment au niveau du ventre. Ah putain. Consultez notre article sur les meilleurs exercices pour perdre du ventre pour des conseils ciblés. Alors, est-ce que ça vous dit que je clique sur le lien et que je regarde les conneries qu'ils nous disent ou pas? Remarque, c'est vrai que si je faisais un titre de podcast sur le prochain podcast et je vous mets les meilleurs exercices pour perdre du ventre, est-ce que vous pensez pas que j'aurais plus de monde qui clique? Moi je pense. Je vais lire rapidement. Tout savoir sur les abdos. Les 10 exercices efficaces pour perdre la graisse ciblée autour du ventre. Aïe. J'avais confiance en vous, fitness.fr, mais là. Ah putain, en plus ils font des exercices que j'ai arrêté parce que j'avais compris. J'ai compris quand même à un moment qu'il fallait arrêter. Notamment les ciseaux. Les ciseaux, tu m'as peut-être dû le faire cet exercice-là et j'ai arrêté de le faire depuis un moment. Parce que c'est un exercice qui défonce les lombaires en fait. Donc je m'excuse si des fois tu as fait des exos comme ça. De ma part, on apprend évidemment. C'est un exo, vraiment, il faut éviter de le refaire. L'alimentation comme allié pour booster votre perte de poids. C'est même pas pour booster votre perte de poids, c'est le seul truc à faire. Mais bon, bref. Bon, en gros, je te donne vite fait leurs exos, c'est de la daube. Ils te disent les crunchs pour perdre le gras du ventre. Non, c'est juste pour renforcer les abdominaux et faire grossir entre guillemets le six-pack. Mais tu vas pas perdre du gras avec ça. Les fentes. Bon, oui, si tu veux, en fait, ils vont te dire que c'est un exercice qui brûle pas mal de calories, etc. Donc, en fait, j'ai compris pourquoi ils mettent ça. C'est un article un peu putaclic, clairement. J'aurais pu le faire aussi en podcast. Mountain climber. Oui, c'est un bon exercice, mais c'est pas un exercice. Oui, c'est ce qu'ils disent. Sollicite la sangle abdominale tout en faisant monter votre cardio. Oui, c'est un bon exercice. Point. Mais c'est pas pour brûler le gras du ventre. Les ciseaux. Exercice excellent pour travailler la partie basse du ventre, souvent là où la graisse est stockée. Oui, ok. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas la brûler localement? Non, en fait, c'est de la merde. Le gainage, pareil, le gainage c'est bien, mais est-ce que ça va brûler des calories? Pas du tout, parce que tu es statique encore une fois, donc c'est important pour avoir une bonne sangle abdominale, mais c'est tout. Gainage latéral, ok, bon exercice, mais on brûle pas de gras avec ça. Les pompes, ça se saurait si en faisant des pompes on perdait le gras du ventre, je crois que ça se saurait. Le relevé de jambes, ok, bon exercice, mais la plupart des gens ne savent pas le faire et se défoncent les lombaires, encore une fois. Les Russian twist, pourquoi pas, pareil, exercice qui est assez difficile et qui fait un peu mal au dos, donc la plupart des gens ne savent pas le faire. Le stomach vacuum, donc ça c'est une technique de respiration profonde qu'on peut pratiquer entre chaque exercice. Moi je le fais pas, c'est assez difficile à faire, mais ça c'est potentiellement le plus intéressant. Et ensuite, nos conseils pour mettre en place votre routine ventre plat, établir un planning, mettre une tenue adaptée, construire un espace dédié, s'équiper avec le bon matériel. Leur matériel c'est quoi pour un ventre plat? C'est tapis de sol, élastique de résistance, roue abdominale, kettlebell. Ok, bon bah comme d'hab. Et ensuite l'alimentation comme allié pour booster votre alimentation. Même si vous faites une séance d'abdos chaque jour, vous n'aurez jamais un ventre plat si vous avez des ballonnements. Oui, enfin surtout si vous êtes en surplus calorique. Encore une fois, tu vois, ils vont peut-être pas utiliser le terme. C'est assez dingue, je l'ai déjà dit dans un podcast la dernière fois. Ils aiment pas vous donner la vraie raison pour laquelle vous ne perdez pas de gras. C'est assez fou. La cause principale, votre alimentation, les aliments à privilégier, les légumes, la viande, les yaourts. Ok, les yaourts, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire du tout. En résumé, les fibres et les protéines sont plus simples à assimiler et ne fermentent pas, donc n'entraînent pas de production de gaz de la digestion. Alors ça dépend. Si tu bouffes trop de fibres, c'est pas ouf non plus. Et ça dépend du type de protéines, encore une fois. Quant au laitage, ils renforceront votre microbiote et ils sont bons pour nos intestins, mais à petite dose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les produits laitiers, ça dépend des gens. Moi, personnellement, j'en prends parce que je kiffe, mais je sais que je les digère pas très bien. Bon.
Puis ça dépend quel type de produit laitier aussi. Bref, les aliments à éviter, le mauvais gras, friture, les féculents. Voilà l'article. Et le sucre. Super, allez, nique ta mère. Désolé, mais ça m'a énervé. Nique ta mère, fitness.fr, tu casses les couilles à entretenir des mythes de merde comme ça, et après les gens ils arrêtent de manger tous les féculents, ils bouffent que de la salade protéine, ils bouffent ça pendant 2 semaines, et après ils sont en PLS, ils sont en hypocalorie de ouf, et ils arrêtent de faire du sport, et ils arrêtent tout. Bon, bah, c'est super tes conseils de daube. Je t'invite vraiment à écouter le podcast et à plus suivre ce genre d'articles, parce que là, ça fait chier. Il s'appelle fitness.fr le site, putain. En plus de réduire significativement vos ballonnements, vous allez indirectement entamer un rééquilibrage alimentaire et donc maigrir. Non, là tu fais un putain de raccourci. Non, si tu arrêtes les féculents et le sucre, peut-être que tu veux. C'est comme le régime cétogène. Tu vas peut-être perdre du poids parce que tu seras en déficit calorique. Point. Une bonne alimentation vous permettra de brûler plus de calories lors de vos entraînements et de ce fait vous améliorer votre santé. C'est nimp ce qu'ils disent. Dernier conseil pour maintenir vos efforts, gardez la motivation. Nanana. Mesurez vos performances avec la ceinture MyZone. C'est quoi cette ceinture de merde? Est-ce que je clique encore sur le lien ou pas? Il faudra que je fasse un sondage, dommage qu'on soit pas en live. Je vais cliquer quand même parce que je suis curieux. Tu vois, je vais me retrouver dans 15 000 articles que je vais même pas retrouver où on était avant. Non, je rigole, mais planetfitness.com, donc là forcément. Et c'est quoi cette ceinture? Elle coûte 119€. C'est une ceinture pour aider vos séances d'entraînement conçue pour offrir une expérience complète de suivi cardiaque. Donc ça, ouais, ça sert strictement à rien. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, on s'en fout. Ils essaient toujours de nous vendre des trucs de merde. Bon, bref. Bon, là, en vrai, l'article, il est pas pourri, mais voilà, il fait chier. Il est Mylène Granier, le 27 mai 2023. Je suis désolé, Mylène, mais moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Bref. Revenons à nos affaires. Désolé pour ce petit aparté. Programme de gain de force physique. Donc là, encore autre chose. Pour gagner en force physique, votre programme doit être orienté vers l'augmentation de la charge. Mais dans tous les cas, tu dois augmenter la charge, on s'en fout de ce programme comme ça. On prévient les programmes basés sur les exercices polyarticulaires tels que le squat, le développé couché ou le soulevé de terre. Les séances sont courtes mais intenses avec peu de répétitions, 1 à 5 et beaucoup de séries, 5 à 10. Oui, gain de force physique, on est d'accord. Là, effectivement, il faut faire des courtes séries. Alors, choix de programme de musculation selon le genre, homme et femme. Ça, c'est important. La musculation n'a pas de genre. Hommes et femmes peuvent pratiquer les mêmes exercices et bénéficier des mêmes résultats. Bien évidemment, l'entraînement peut être ajusté en fonction des objectifs spécifiques, bien sûr. Mais vous devez penser à l'ensemble de votre corps quand vous faites des entraînements. Ne pas rester focus sur juste je veux augmenter mes fessiers, je veux augmenter mes bras, parce que c'est la meilleure façon d'avoir un physique disproportionné. Les hommes qui ne travaillent pas les jambes, ça se voit tout de suite. Ils sont en jogging toute l'année, même quand il fait chaud. Ah, c'est rigolo. Et vous risquez en plus, si vous avez un haut de corps assez lourd et un bas de corps qui n'est pas du tout renforcé, d'avoir des problèmes derrière de genoux, etc. Donc, voyez long terme sur votre pratique du renforcement de la musculation pour avoir un corps fonctionnel, un corps complet et qui soit renforcé de haut en bas. Important. Et c'est pareil pour les femmes. Et en fait, le truc, c'est que si vous sursollicitez vos fessiers, par exemple, si vous voulez les faire à fond tous les jours, ça sera contre-productif. Encore une fois, la fréquence d'entraînement et le volume d'entraînement, c'est important, mais il y a des limites. Si tu en fais trop, il est possible que ce soit contre-productif. C'est assez dingue, hein. Mais en fait, tu vas solliciter ce muscle trop de fois dans la semaine, tu vas pas avoir le temps de récupérer chaque jour, et tu vas avoir des performances à la baisse. En fait, concrètement, tu ne pourras pas soulever suffisamment lourd et donc créer du muscle. Donc, attention à ça. Ensuite, vaut-il mieux, je vais arriver, s'entraîner à domicile ou en salle de sport? Tout dépend de vos préférences et de votre budget, ainsi que du temps dont vous disposez. La salle de sport offre un environnement motivant et un accès à une grande variété d'équipements. L'entraînement à domicile, lui, offre plus de flexibilité et d'intimité. Ok. Programme de musculation utilisant le poids de corps. Les programmes de musculation utilisant le poids de corps sont une excellente option pour les personnes qui préfèrent s'entraîner à domicile. Ils nécessitent peu ou pas d'équipement et peuvent être pratiqués n'importe où. De plus, ils sont souvent plus faciles à adapter à votre niveau. Ouais, alors les entraînements au poids de corps, c'est pas forcément plus facile à adapter. Au démarrage, oui, mais à terme, pour faire une surcharge progressive, c'est pas évident. Donc bref. Exemple de programme répondant à des objectifs spécifiques. L'entraînement peut être orienté en fonction de divers objectifs, que vous visiez une prise de masse, une augmentation de la force, une amélioration de la définition musculaire. Il existe des programmes adaptés à chaque objectif. Renforcement des pectoraux et des bras. Pour un travail ciblé, mettra l'accent sur tel exercice. J'aime pas trop ce qu'ils disent là, parce qu'encore une fois, ça c'est vraiment rentré dans le jeu des débutants. Et alors certainement qu'un débutant il lit cet article là, il est content. Du coup ça fait du clic, mais en termes d'efficacité long terme, je suis pas ouf. Enfin, je suis pas sûr. Voici un exemple de routine d'entraînement pour renforcer les pectoraux et les triceps. Oui, mais d'accord. Développer couché, c'est exercice roi. Non, pas exercice roi, je suis désolé, c'est de la daube.
Le problème du développé couché à la barre, par exemple, c'est que, j'en ai parlé hier avec un gars, si tu es tout seul ou toute seule, tu pourras pas être proche de l'échec musculaire. Parce que c'est trop risqué, la barre peut te tomber sur la gueule, donc c'est hyper chaud. Donc en réalité, tu vas toujours t'arrêter 2, 3 ou 4 répétitions avant l'échec musculaire. Et clairement, en fait, tu vas toujours avoir des répétitions en réserve. Et c'est là, souvent, ces répétitions à la fin de l'effort qui sont finalement les plus importantes. Et si tu t'arrêtes trop tôt dans l'effort, en fait, tu vas pas construire suffisamment de muscles. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Dips, excellent exercice pour travailler à la fois les pectoraux et les triceps. Je suis d'accord, les dips c'est un super exercice, mais la plupart des gens ne savent pas le faire. Il le dit, si l'exercice est trop difficile au début, il est possible d'utiliser une bande élastique de résistance pour vous aider. Oui, ça peut. Moi je le fais avec mes élèves. Écarté couché, cet exercice sollicite principalement les pectoraux, donc écarté, en gros c'est comme ça. Veillez à bien contrôler le mouvement pour éviter toute blessure. Alors ça tu peux le faire soit avec une machine, ça s'appelle Pec-Fly ou tout comme ça, ou soit avec des câbles, c'est pas mal, ou avec des haltères. Les haltères je le fais pas, mais ça marche aussi. Travail musculaire du dos et des biceps. Traction à la barre fixe. Donc ça effectivement ça travaille quasiment l'ensemble du dos, c'est pas mal, ainsi que les biceps. Si vous avez du mal, vous pouvez utiliser une bande élastique. Rowing halter permet de travailler en profondeur les muscles du dos. Alors, je sais pas ce que ça veut dire en profondeur, à mon avis comme beaucoup de monde, ils connaissent pas les muscles du dos, du coup ils te disent ouais ça travaille en profondeur. Non. En fait les tractions ça va travailler globalement le grand dorsal, donc c'est un grand muscle qui est inséré sous l'aisselle, qui va permettre d'avoir un dos assez large on va dire. Mais pour travailler le haut du dos et plutôt le haut, le trapèze, etc. Le rowing peut être intéressant, mais en fait le truc souvent c'est que les gens, je le vois avec le mec hier qui fait la séance dos, en fait ils vont travailler tout le temps le grand dorsal. C'est assez dingue, c'est-à-dire ils vont toujours faire soit un tirage comme ça, soit un tirage comme ça. Alors désolé tu me vois pas, mais un tirage vertical ou horizontal. Mais en fait que tu travailles en vertical ou en horizontal, globalement c'est le même muscle qui est sollicité. Donc comment faire pour travailler les muscles du haut du dos ? Il faut avoir une exécution différente. Soit en écartant un peu les coudes, ou soit en écartant un peu les coudes. En fait, c'est un peu la seule solution pour travailler le haut du dos, concrètement, un peu comme ça. Mais la plupart des gens ne le savent pas, ça. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Je travaille mon dos, une séance dos, si tu fais tirage comme ça, et que finalement, c'est tout le temps le même muscle qui est sollicité, à la fin, tu es épuisé, et au final, ton dos, il va même pas progresser parce que tu vas le sursolliciter. Donc, c'est complètement con. C'est pour ça que les gens ne savent pas faire des séances dos. Parce qu'on oublie un truc, c'est que le dos, il y a énormément de muscles différents. Et il y a différentes façons de le travailler pour que ce soit efficace. Donc voilà. Ensuite, curl halter, ok, un classique pour travailler les biceps. Exercice pour les jambes, fessiers et abdominaux. Tels que le squat, les fentes et le crunch. Okay. Voici un programme d'entraînement pour ces groupes musculaires. Donc en gros, là, il part du principe que tu vas faire une séance dos, une séance pec, une séance machin. Encore une fois, je te le conseille pas. Mais tu peux piocher parmi ces exercices, qui sont pas mauvais, et faire un mixte. C'est-à-dire que, je t'expliquerai à la fin mon programme, mais ça peut être ça. Bref. Squat, c'est l'exercice de base pour les jambes et les fessiers. Il fait également travailler la sangle abdominale. Ok, squat est un bon exercice au poids de corps au démarrage. Ensuite, tu peux le faire avec des haltères, ce que tu veux, avec une barre fixe, enfin une Smith machine, potentiellement une machine guidée là pour faire des squats, ou plein d'exos, plein de machines différentes. À toi de voir comment tu te sens. Il y a des gens qui ont mal aux genoux sur le squat, donc bon, on le fait pas. Pareil pour l'exercice d'après qui sont les fentes. C'est pas mal. Ça dépend comment tu le fais. Il y a des gens ils n'arrivent pas à être très stables, donc il faut y aller progressivement. Encore une fois, il faut écarter un petit peu les jambes et voir comment tu te sens. Il y a des fentes arrière, les fentes avant. La différence c'est que tu vas mettre plus ou moins le focus sur les quadriceps, c'est-à-dire le devant de la jambe, ou un peu sur les fessiers ischios, et puis surtout au niveau des genoux. Les fentes arrière, généralement, on a moins de problèmes de genoux que les fentes avant. Les fentes avant, si tu es assez en surpoids, ça va foutre une grosse pression sur tes genoux, et là, effectivement, les fentes, c'est pas ouf. Donc voilà, faut vraiment contrôler cet exercice-là, pas aller trop vite, c'est important. Ensuite, les crunchs, c'est un exercice basique mais efficace pour renforcer les abdominaux. Alors oui et non, ça dépend pour les... Moi, je vous conseille de pas faire des crunchs tous les jours, tout le temps, pour plein de raisons. Et surtout, faut le faire bien. Il y a beaucoup de gens qui le font mal et ça, c'est pas forcément très bien. Bref. Et ensuite, ils ont mis le hip thrust. Si vous cherchez à cibler spécifiquement les fessiers, l'exercice du hip thrust est incontournable. Apprenez à maîtriser cet exercice dans notre guide détaillé. Ouais. Le hip thrust, pourquoi pas ? Moi, j'en fais pas. Enfin, quand j'ai une machine, je le fais, mais sinon, c'est vrai que la mise en place, elle est assez galère. Sachant qu'il faut mettre quand même assez lourd. Ceux qui le font, ils savent ce que c'est. C'est un bon exercice. Sinon, vous pouvez faire aussi du soulevé de terre ou du soulevé de terre roumain. RDL, Romanian Deadlift. Il peut être pas mal pour un focus un peu ischio et un petit peu fessier, c'est pas mal. Ensuite, entraînement des épaules, des trapèzes et des abdominaux. Donc ça, c'est une séance qui sert à rien. Tu fais pas une séance uniquement trapèze-épaules. En fait, c'est un peu con. Bref, développé militaire. Moi, j'aime bien. C'est un exo que j'aime bien. Tu peux le faire soit à la barre, debout, soit assis. Voilà, peu importe. Aux haltères. Donc pour les épaules. Ensuite, élévation latérale
pareil. Ça va cibler spécifiquement les deltoïdes latéraux, donc le milieu de l'épaule. Et c'est effectivement ça, souvent pour les hommes, on se rend compte qu'avoir une taille en V, généralement c'est un peu ce qu'on recherche, c'est un peu plus esthétique. Et les élévations latérales, moi je sais que j'en fais 2 fois dans la semaine, ça me permet effectivement d'avoir une largeur d'épaule un peu plus importante. Et du coup, même au niveau de ta taille, tu as l'impression d'être un peu plus athlétique. Et c'est vraiment un exo intéressant. Donc voilà, faut pas mettre trop lourd sur les élévations latérales, je pense, pour avoir un bon focus. Tu peux le faire soit à la poulie, soit avec des haltères. Toi qui vois, mais c'est un bon exo. Faut pas, voilà. Moi, je mets 7-8 kilos. Je fais 15 reps des fois, même un peu plus. Voilà, parce que le problème, c'est que si je mets trop lourd, en fait, je me rends compte que ça va être mes trapèzes qui vont prendre. Et ça va pas être idéal pour l'objectif réel de l'exercice. Bref. Ensuite, le gainage, un exercice fondamental pour renforcer la sangle abdominale et améliorer la stabilité du tronc. Ouais. Le fait de faire du gainage, ça peut être intéressant si ça peut te servir sur d'autres exos. Ça peut te servir ensuite sur du squat, sur le développé militaire quand tu es debout, ou même sur les fentes. D'avoir un bon gainage, c'est quand même important. Et voilà. Ensuite, ils nous disent à vous de jouer maintenant. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir votre programme de musculation et commencer votre entraînement. N'oubliez pas que la régularité est la clé du succès. Bonne conclusion, Mylène. Et que la musculation est un marathon, pas un sprint. Bon travail à vous. Yes, super. Je sais pas qui c'est cette Mylène. Mais en tout cas, bon, l'article il est plutôt cohérent. Hein. Encore une fois, il y a pire. C'est juste que moi, je te dirais pas de faire un muscle par séance. Moi, je te conseille de faire soit un haut du corps, bas du corps. C'est pas mal, mais encore une fois, du coup, tu vas mettre beaucoup de volume sur les jambes. Sur les 2 fois, tu vas faire le bas du corps, c'est en train de 4 fois. Du coup, tu vas avoir pas mal de courbatures, c'est un peu chiant, mais au moins en termes de volume et de fréquence, tu seras bon. 2 fois haut du corps, 2 fois bas du corps. Si tu veux pas te prendre la tête, ça marche bien, c'est facile. Si tu as un peu plus d'expérience ou quoi, tu peux faire des full body un peu hybrides comme moi. C'est-à-dire que moi, je vais travailler le lundi. Alors lundi, je vais donner mon programme que j'ai fait cette semaine. Alors normalement, c'est censé être le même toutes les semaines, c'est juste que vu que je change de salle tout le temps, c'est un peu une galère. En gros, lundi, j'ai fait du squat à la Smith Machine, barre guidée. Premier exercice. Là, j'ai mis lourd, j'étais déjà bien écorché. Ça m'a mis, je sais à peu près, ça m'a mis 10-15 minutes. Donc j'ai fait une montée de gamme, montée de charge. J'ai fait 4 séries effectives. Alors, je ne sais plus la charge exactement, mais c'était à 70 ou 80 kg. J'essaie d'avoir une bonne exécution. Et c'est pour ça d'ailleurs je me filme. Hein, quand je mets en story, c'est aussi pour moi pour me filmer pour un peu mon exécution. Donc voilà, premier exercice, j'ai fait ça. Merde, j'ai pas mon téléphone, il est en mode caméra donc je peux pas regarder. Je vais peut-être me planter un peu, mais deuxième exercice, c'était quoi? Bon, en tout cas, ça va être un exo haut du corps. Forcément, je fais un exo bas du corps, ensuite je fais un exo haut du corps. On va dire que ça va être du développé couché pour les pectoraux, soit à la barre, soit aux haltères, soit avec une machine. Donc voilà. Ensuite, je vais faire un exo pour le dos. Généralement, je vais faire un tirage vertical, par exemple. Et le lendemain, je ferai un tirage horizontal avec les coudes écartés pour cette fois-ci travailler l'autre partie du dos. Donc en gros, mon dos va être travaillé et le lundi et le mardi, mais sous un aspect différent. Pareil sur les jambes, le lundi, donc je te dis, je fais du squat qui va être globalement pour moi un focus plus quadriceps vu mon exécution et mon ressenti. Et le lendemain, je vais faire soit du leg curl pour travailler en isolation mes ischios et mes fessiers, enfin non pas mes fessiers, mes ischios. Ou alors je fais du Romanian deadlift, du soulevé de terre roumain, si tu veux, ce que j'ai fait cette semaine pour travailler vraiment l'arrière de la cuisse, pour vraiment être équilibré. Tu travailles une fois le devant, une fois l'arrière. Et ben, c'est un peu pareil sur les séances, donc moi je fais ça. Et pareil pour les pectoraux. Donc j'ai fait mes pectoraux le lundi. Est-ce que je vais les retravailler le lendemain? Non. Pour le coup, je vais mettre un focus sur les épaules le lendemain. Je travaille en force le lendemain. Donc j'ai fait un mouvement de développé pour les pectoraux le lundi. Et je vais faire un mouvement de développé, mais du coup cette fois-ci vers le haut. Pas vers le devant, mais vers le haut, pour les épaules. Sachant que j'aurais aussi travaillé mes épaules la veille en faisant des élévations latérales. Bref. Et donc voilà, et le lundi j'aurais fait aussi soit triceps soit biceps. Là imaginons que j'ai fait développer, on va dire que je vais faire triceps le lundi et biceps le mardi par exemple. Et les abdos je vais les faire, en fait moi je veux le lundi et le mardi comme une seule séance sur 2 jours. Donc je veux me solliciter tous mes muscles entre guillemets sur 2 jours. Mais de façon un peu différente, c'est-à-dire je vais travailler 2 fois mes jambes, 2 fois mon dos, 2 fois un mouvement de poussée, une fois pour les pectoraux, une fois pour les épaules, même si quand tu fais pour les pectoraux, tu travailles un peu les épaules, et mes bras aussi 2 fois, mais une fois biceps, une fois triceps. Tu vois. Et en gros, sur 2 jours, ça fait un bon complément, je trouve, et ça me permet d'avoir une bonne fréquence, pas avoir trop de courbatures, et c'est un truc qui me va bien. Et surtout que je suis pas trop épuisé non plus, parce que l'idée c'est ça, ce que j'avais remarqué aussi souvent, c'est que avant je faisais des séances dans lesquelles j'étais épuisé, je faisais des hauts du corps, bas du corps, ou des formats hybrides, mais je faisais tellement d'exos, j'étais épuisé, je faisais que des exos polyarticulaires de ouf, et c'était trop compliqué à la fin, en fait je le faisais et j'avais pas envie de le faire. J'avais pas l'énergie, donc c'était pas cohérent. Donc voilà, là avec ce format là, ça me permet d'avoir suffisamment d'énergie, les séances durent 1 heure max,
et c'est très bien comme ça. Donc je fais les abdos souvent le mardi, sur ma deuxième séance entre guillemets de la semaine. Et c'est pareil, du coup, le jeudi et le vendredi, je reprends un peu le même format. Soit je reprends les mêmes exos, soit je change un peu. Souvent, en fin de semaine, je fais les dips, les stés, donc pour mes exercices pectoraux, et des tractions, entre guillemets, pour l'exercice dos. Mais du coup, si je fais les tractions le vendredi, eh bien, le jeudi, je vais faire un tirage horizontal, par exemple, travailler une autre partie du dos. Et voilà. Je fais un peu moins les jambes en fin de semaine. Je les fais quand même. Hein. Je fais au moins un leg extension, au moins un leg curl. Mais c'est vrai que je les fais un peu moins. Parce que je mets, en fait, début de semaine, je mets un focus sur le premier exo bas du corps à chaque fois. Donc je prends toute mon énergie pour le bas du corps le lundi et le mardi. Et le jeudi et le vendredi, je mets mes exercices haut du corps en premier. Pour que ce soit équilibré aussi en termes d'énergie, que je puisse me donner à fond une fois par semaine sur un type d'exo, une fois. Voilà, enfin, t'as compris. Donc bref, moi c'est un format qui me va bien. Je teste ça depuis quelques semaines, mois. C'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, c'est pas le programme que tu dois copier. C'est pas le programme fait pour tout le monde. C'est juste que moi, pour le moment, j'aime bien. Je te dis, j'ai déjà fait des hauts du corps, bas du corps, j'ai fait des full body différents. J'ai juste pas fait de split comme eux ils mettent parce que je trouve ça con. Parce que là, j'ai vraiment compris avec l'expérience que c'était pas optimal pour moi et j'ai quand même envie de progresser. Voilà. Mais si toi t'aimes ça, si t'aimes avoir une super sensation, faire 15 000 exos pour les pecs, fais-le. C'est juste que ça sert à rien en fait. C'est qu'une fois que t'as fait tes pecs, 2 exos dans la séance, c'est rien d'en faire 5, tu vois. Il y a des mecs qui font 5 exos pour les pecs, c'est bon, on a compris, tu vois. Tes muscles, ils ont compris et c'est pas optimal de les sursolliciter. Donc voilà, à toi de voir par rapport à ça. Si jamais, je serais curieux aussi d'avoir votre. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre plan d'entraînement, vous pouvez. Évidemment, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je pense qu'on va arriver à la fin de cet épisode. Ouais, j'ai tout vu, ouais, c'est ça. J'ai fait tout l'article de fitness.fr, c'était plutôt intéressant. Non, fin d'épisode, qu'est-ce que je dis? Je vais vous quitter maintenant, mais effectivement, vous avez le témoignage de Marie juste après. Et vous allez voir que Marie, elle est passée de je sais pas faire une traction, je sais pas faire des dips, à faire des tractions lestées. Je crois qu'elle fait des tractions avec 15 kilos, un truc comme ça, ou 17 kilos et demi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc je vous laisse juste après avec son épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée, comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, c'était mon outro, ma conclusion. Bref, je vous laisse. À plus tard. Ciao, bye. Marie, est-ce que ça te dit de nous faire juste une petite présentation, nous dire un petit peu pour qu'on puisse situer qui tu es, ton âge potentiellement, ce que tu fais dans la vie, plus ou moins, et où est-ce que tu en étais aussi avant qu'on se rencontre Oui, euh, ensemble. super. Bah, déjà, je te remercie pour l'invitation. Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans, je vis en Île-de-France. Je suis mariée, j'ai un petit garçon de 3 ans. Dans la vie, je gère 3 centres dentaires, donc en Île-de-France et aussi un sur Bordeaux. Donc, je suis amenée à faire des déplacements professionnels. J'ai un gros rythme de travail. Je suis en moyenne 50 heures par semaine. Voilà, et c'est vrai que j'ai pris contact avec toi en août 2022. Voilà, parce que en fait, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que je suis partie en vacances avec mes parents et ma mère me prenait en photo et j'arrêtais pas de lui dire, mais ne me prends pas en photo, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas infliger à ma famille mon mal-être, en fait, à mes proches pardon, à mes proches. Donc là, je me suis dit, mais c'est à toi de faire quelque chose et pas aux autres de s'adapter à ton comportement qui est en fait pas normal. Et quand j'ai ça et quand j'ai vu les photos, je me suis dit, bah écoute, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et j'ai décidé de prendre un coach. Donc, je me suis renseignée et puis du coup, on a eu un bon feeling. Voilà. Donc, c'est sans regret aujourd'hui. Si c'était à faire, je le ferais bien plus tôt. Qu'est-ce que tu avais fait, Marie, au démarrage pour justement. Enfin, est-ce que tu avais fait des choses par toi-même? Et si oui, quoi? En fait, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait 2 ans de salle de sport et puis après, en 2020, je suis tombée enceinte, il y a eu le Covid, donc tout ça. Et du coup, au bout de 2 ans, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne le sport sérieusement. Et en ayant fait déjà 2 ans toute seule, donc de 2017 à 2019, toute seule, j'avais pas eu des résultats de fou. Je me suis dit, OK, là, tu reprends, mais tu vas pas perdre ton temps, en fait. Tu vas pas perdre ton temps et enfin, prendre un coach, c'est un investissement sur toi-même. Tu as l'habitude de dire ça et c'est véridique. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en France, mais investir sur soi-même, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, surtout quand il s'agit de la santé physique et morale. Donc, Yes. Et au niveau de la nutrition, où est-ce que tu en étais quand on avait pris contact au démarrage? bah, on se faisait plaisir, hein. Il n'y avait pas de,
il n'y avait pas de, enfin, j'avais pas de plan alimentaire, j'avais pas de, je pouvais manger tout et n'importe quoi. Voilà, donc il y avait aussi derrière un rééquilibrage alimentaire à faire. Je voulais surtout pas faire des régimes farfelus, comme tu as pu le dire, en tout genre. Le but, c'est que, par contre, je savais déjà que perdre du poids, ça allait prendre du temps. Et ça, faut se le dire, ouais, ça va prendre du temps. Euh, les kilos qu'on a accumulés pendant 10, 15, 20 ans, on va pas les perdre en 3 mois. Tout simplement. C'est juste ce qu'il faut se dire. C'est que quelque chose qu'on a mis des années à gagner, enfin, à obtenir, enfin, ouais, à gagner, si je puis dire, on peut pas les perdre par magie en si peu de temps. Non. On va les perdre forcément beaucoup plus vite, mais il y a un processus qui doit se faire. Mm. Et ça demande Complètement. beaucoup de patience. C'est vrai que je ne l'avais pas encore dit, mais c'est effectivement un point important. Carrément. Qu'est-ce que tu faisais comme activité à la salle pendant les 2 ans où tu étais toute seule? Tu faisais quoi comme Moi, exo? je faisais musculation, mais voilà, comme tu disais, c'était des. Enfin, bon, bah, je faisais une séance d'eau, je faisais jamais les mêmes exercices. C'était en fonction de ce que j'avais envie de faire, des charges que j'avais envie de mettre. Voilà, je faisais quand même de la musculation, mais pas. J'avais pas de programme. J'avais pas de programme, voilà. Mm. Donc, sans programme, les résultats, bah, ils sont aléatoires, puisque l'entraînement est aléatoire, tout simplement. À partir du moment où on fait quelque chose de manière aléatoire, faut pas s'attendre à des résultats de fou. Le résultat, il est aléatoire. Et finalement, quand on n'a pas de résultat, c'est difficile de tenir sur la durée aussi, parce qu'on n'a pas de motivation, du coup, c'est un peu. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que on voit pas, on peut se dire, ok, bah ça demande du temps, sauf qu'au final, même si on prend un coach, surtout au début, comme tu disais, ça va aller assez vite. Les résultats, ils vont être là. Mais après, sur le long terme, il y a des choses sur lesquelles on va pas s'attendre. Peut-être que bah, finalement, psychologiquement, on va aller mieux. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans notre parcours. Comme tu disais, bah finalement, bah tiens, quand je remonte les cours, bah, là c'est nickel, j'ai pas mal au dos, c'est plus facile, je suis pas essoufflée, c'est pas lourd, enfin c'est moins lourd. Donc il y a plein de choses comme ça dont on prend pas compte en début de parcours, en début de coaching, c'est que on est juste là en général, on focus, bah, comme tu disais, sur un chiffre sur une balance et sur le miroir ou ouais sur le miroir. Mais finalement il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte au fur et à mesure et c'est sous-estimé et on ne se rend pas compte. Tant qu'on n'a pas fait le chemin, on ne se rend pas compte. Vraiment, clairement. Super. Tu nous as dit, Marie, que tu travaillais 50 heures par semaine, que tu avais un petit garçon et tout ça. Euh, la plupart des gens, quand ils écoutent ça, ils vont se dire, bah, c'est pas possible de faire du sport, du coup, t'as pas le temps. Ou t'as pas le Mm. temps de marcher. Alors, la marche, je sais pas si c'est encore un super Oui, point, mais alors là, attention, à la marche, je suis à 10 000 pas. Hein. Ça me voilà, demande c'est très bien. du temps, de l'organisation, mais je suis en moyenne entre 8 et 10 000 en semaine. Non, non. Bon, bah, c'est très bien, justement. Comment tu fais? Parce que la question va être là. Comment tu fais pour t'organiser avec ton style de vie, tout ce que Et tu as à faire? bah, ça demande des sacrifices. Enfin, pas. Moi, je pars du principe que c'est pas des sacrifices parce que derrière, je vois tout ce qui est bénéfique. Mais je peux comprendre que ce soit un sacrifice. C'est des habitudes à mettre en place. Et ben, moi, je m'entraîne le matin parce que c'est plus simple pour moi. Donc, bah, je me lève, je lève mon fils, je le mets à la garderie. Comme ça, je fais ma séance de sport, je vais travailler. Sur ma pause déj, quand je peux, bah, je vais marcher 30 minutes, par exemple. Je mange 30 minutes, je vais marcher 30 minutes. Donc là, déjà, il y a encore un peu de limite. À la salle, bah, pendant mes temps de pause, je marche. C'est tout bête, mais je marche. Je gratte des pas comme ça. Et puis, bah, le soir, bah, je rentre tard. En général, il est plus de 20 heures. Et ben, je prends encore du temps pour aller marcher encore 20 minutes. 20-30 minutes. Et puis voilà. Concernant les repas, et ben, le dimanche soir, et ben, je fais pas sur 3 jours je fais des grosses quantités de viande, du riz, des légumes. Et le mercredi, je refais la même chose. Bon, parce que moi, je suis assez maniaque, j'ai pas trop envie que ça tourne ou quoi. Donc, je sais qu'il y en a qui font sur plus longtemps. Moi, je ne prends pas le risque. Mais ça demande de l'organisation. C'est difficile au début. C'est souvent difficile des fois enfin, moi, je parle pour mon mari qui ne comprenait pas au début tout ça. Et finalement, bah, même lui, on l'a pris vite, hein, tout simplement. Donc, et comme ça, bah, déjà financièrement, bah, bon, c'est sûr que c'est un investissement pour le coup parce que les courses, ça coûte cher, mais déjà, bah, ça limite aussi quand même les sorties à l'extérieur. Quand on n'a pas à manger le midi, bah, on va pas dire, ah, bah, tiens, je vais aller acheter, je sais pas, une pizza, un grec, ou je sais pas quoi. Bah, non, en fait, je prends ma gamelle, j'ai ma gamelle et voilà. Donc, ça, pour les repas, c'est comme ça que je procède. Moi, je m'entraîne le matin parce que je suis quelqu'un plutôt matinal, mais
Le tout, c'est de trouver son rythme et c'est les habitudes qui font que ça on tient sur le long terme. Mhm. Il n'y a Il y pas a deux de... points. Excuse-moi, vas-y. Non. Il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. C'est hyper important parce qu'il y a des gens qui vont écouter et qui vont prendre peur dans ce que tu as dit. Vous n'êtes pas obligé de manger des gamelles pour perdre du poids. Je vous le dis parce que voilà. Ouais, Et oui, en fait, toi, c'est un système qui te correspond parce qu'en fait, tu gagnes du temps en faisant du coup, comment on appelle ça, coup bashing, machine cook, je sais pas quoi. Bref, ouais. en gros, en gros, tu te prépares à l'avance et du coup, effectivement, ça, c'est un bon système. Ça ne marche pas pour tout le monde. Encore une fois, il n'y aura pas de méthode miracle, mais je pense que ça ne marche pas pour tout le monde et pour beaucoup, ça marche. Moi, je sais que ça me ferait chier, mais pour toi, ça marche et c'est très bien. L'histoire du restaurant, c'est vrai que hum, le restaurant, je le vois plus comme un moment de plaisir. Est-ce que quand tu étais dans le programme, est-ce que moi je t'ai dit, par exemple, de pas manger restaurant ou de manger que la viande et du riz? Est-ce que c'était comme ça au démarrage en tout cas? Ou après c'est toi qui as Oui, non, tweaké? non, 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 pas du tout. Puis, bah, de toute façon, quand je suis en déplacement, je suis amenée à manger au restaurant. Non, après, c'est savoir faire les bons choix. Les bons choix à l'instant T, à savoir est-ce qu'à l'instant T, bah, si on mange souvent au restaurant, bah, c'est sûr que si on commence à se dire, ouais, mais là, c'est un restaurant, je me fais plaisir, bah, c'est sûr que sur le long terme, ce sera pas bénéfique. Est-ce que c'est... En fait, il faut remettre le cadre dans lequel on est au restaurant. Si c'est un moment plaisir ou aucun, on est samedi soir et on se fait plaisir. Et à ce moment-là, bah, on regarde pas trop, ou si c'est fréquent, et à ce moment-là, il faudra faire les meilleurs choix. Euh, c'est ça. Mais bon, moi, maintenant, j'ai même pris l'habitude au restaurant de faire les meilleurs choix, Oui, même parce si que c'est... là, on peut le dire aussi, c'est que bah, déjà, lors de notre accompagnement, tu avais perdu pas mal de poids, tu avais pris du muscle, Oui. ce qui est aussi un objectif pour toi. Et au fur et à mesure des mois, ça s'est transformé en performance. Ça dépend des gens, hein. Évidemment, tout le monde ne va pas se sentir concerné par ça, mais tu as appris des nouveaux mouvements. Je me souviens on a appris ensemble à faire des tractions, à faire des dips. Et aujourd'hui, tu fais des tractions lestées. Bon, dans le live aujourd'hui, vous êtes 40, je suis pas sûr que vous voulez tous faire des tractions lestées, Je pense pas. mais pour autant, je trouve ça trop bien de voir comment tu as évolué entre je suis à la salle, je sais pas trop quoi faire, j'apprends à faire des nouveaux mouvements, c'est un peu difficile, je me souviens très bien quand tu m'as envoyé les premières vidéos, tu n'étais pas très confiante, etc. Tu en passais une déjà, c'était extraordinaire pour toi, et ensuite tu te retrouves à un niveau, tu as une progression de ouf en vrai sur les derniers mois et années, et c'est vraiment top, je trouve. Comment tu te sens par rapport Ah oui, question importante, parce que tu es une femme, et c'est aussi pour ça, j'avais oublié. Question importante. Comment tu te sens? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la salle de sport, c'est ça que je faire dire ça comme ça. Euh, Par rapport au regard des autres, par rapport au regard des autres, d'une manière générale, en salle de sport. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de femmes qui ne veulent pas aller en salle par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je comprends tout à fait qu'on peut avoir des craintes ou des réticences, sauf que la réalité, elle est tout autre. C'est que en fait, on ne fera pas plus des pieds dans une salle de sport que dans la rue, en toute honnêteté. C'est juste qu'on va s'en rendre davantage compte parce que c'est dans un milieu clos, tout simplement. Mais les gens, ils sont focus sur leur exercice. Ils sont sur leur téléphone sur les temps de pause. Vous allez regarder les gens, ils vont regarder, mais franchement, c'est une safe place. Franchement, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de craintes, finalement, qui sont bah, pas forcément justifiées. Je m'entraîne dans une salle, je m'entraîne dans le 95 sur Sarcelles, pour celles qui connaissent. Je peux vous dire que je pense que c'est une des pires salles de France, en toute honnêteté. Bon, bah, je j'ai pas d'inquiétude. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que bah, maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, que je suis là-bas. Et en fait, je connais la moitié de la salle, je dis bonjour à tout le monde. En fait, c'est des potes, quoi. On se voit en dehors de la salle, alors que initialement, c'était juste des gens de la salle. Donc, non, non, en fait, la régularité fait que bah, on voit les gens tout le temps, les mêmes. Et même, ils me disent, ouais, mais je me souviens au tout début, t'arrivais même pas à passer une traction et tout. Et maintenant, bah ouais, mais au moment, voilà, faut trouver une bonne ambiance. Et après, il y a différents types de salles aussi. Il y a des salles plus ou moins commerciales. Euh, il y a plein de salles différentes. Le tout est vraiment de trouver un endroit où on se sent bien. C'est primordial. Mais il faut pas avoir peur du regard des autres. Vraiment Il y a, il pas. y a- il y a Florine dans les commentaires, elle nous a dit les hommes prennent aussi beaucoup de place à la salle. Je vois ce que tu veux dire. Le regard est parfois difficile, surtout quand on s'y connaît pas beaucoup. On se sent moins légitime, pardon,
que certains, vu qu'on commence. Alors ça, quand je suis un homme ou une femme, je vous rassure, c'est exactement pareil. Et moi-même, ça m'arrive des fois, quand j'ai un mouvement un peu spécifique, parce qu'en fait, en musculation, tu as des mouvements un peu bizarres des fois. Alors quand on est un peu plus avancé, des fois, on fait des exos un peu bizarres. Pour le commun des mortels, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce guignol? Bon, mais c'est un mouvement spécifique. Il y a des mouvements, je veux dire, t'es comme ça. Bon, bref. Et c'est vrai que le regard des autres en salle, il faut réussir à passer outre. Mais qu'on soit un homme ou une femme, je crois réellement que bon, pour une femme, c'est certainement plus difficile. Je ne mets pas votre place, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je sais que quand on est débutant, en fait, quand on ne sait pas quoi faire, c'est plus difficile. En fait, on se met des bâtons dans les roues. Donc, l'idée, c'est peut-être que quand vous allez en salle, vous sachiez quoi faire. La réponse, Ouais. elle est là, en fait, tu vois. Si on n'est pas à l'aise avec le regard des autres et qu'on se dit, ouais, je sais pas quoi faire quand on débute, forcément, on est tous passés par là. Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. Marie, elle est passée par là. Moi, je suis passé par là il y a encore peu de temps et je le vis plutôt bien maintenant. Mais ça met du temps. C'est vrai que d'être à l'aise à la salle, ça se fait pas en 2 mois. Je crois pas, hein, Marie, je confirme que ça met pas 2 mois à se dire, ouais, c'est bon, tout, je suis Non. OK, je fais tous les mouvements, tout le monde me regarde, je suis la star. Tu vois, je crois que ça met du temps à être fier de soi à la salle. Je pense que ça met un petit moment. Oui, tout à fait. Alors oui, je te rejoins entièrement sur que je pense même pour un homme quand il arrive et qu'il sait pas. Enfin là en plus je le vois vraiment. Enfin là je le vois parce que du coup, bah, comme tu disais là, les bonnes résolutions à la tête, à la salle, pardon. Il y a plein de nouvelles têtes. Je dis, ah, mais lui je le connais pas. Et on voit qu'ils sont pas sûrs de leur mouvement et tout. Donc ça c'est vraiment, ouais, ça c'est vraiment pas spécifique aux femmes. Voilà, c'est pour tout le monde. Mais faut aussi, enfin il y a un moment donné où je me dis aussi, bah ouais, on est des femmes et non mais il faut leur prouver quoi que je suis désolée, hein, c'est mon côté un peu féministe, je sais pas trop, mais ouais, mais nous aussi, en fait, on a notre place, il n'y a pas de raison. Et surtout les filles, dites-vous que eux aussi font de la merde. Je vous le dis clairement, ils font de la merde. Ils font de la merde à longueur de Ils font journée. Non, plus mais de la je merde. suis désolée, mais c'est véridique. Et en fait, ouais, exactement, Clément. Je pense que les filles vont a plus d'assiduité et les mouvements, pas de peur d'être jugées, justement, on fera mieux le mouvement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense vraiment, en fait. Moi, quand je vois une femme s'entraîner, je l'ai déjà dit dans le podcast la dernière fois, moi, je regarde tout le monde à la salle. Hommes, femmes, vieux, jeunes, je regarde tout le monde. Mais tout le monde se regarde, en fait. Faut pas croire, ouais, tout le monde me regarde. Non, non, tout le monde se regarde, de manière générale. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais confiant à 100% sur ce qu'on fait. Et souvent, on regarde les autres, on se dit, ah, est-ce que ça c'est mieux? Ah, lui, il fait bien le mouvement. Ah, elle soulève lourd, tu vois. Et alors souvent, ça dépend des salles dans lesquelles vous êtes. Je l'ai dit, il y a des salles en France, honnêtement, il faudra mieux être aveugle, tu vois. Voilà. Parce qu'il y a des fois, vraiment, quand tu vois ce qui se passe, ça fait peur. Mais bref, moi, quand je vois une femme qui soulève lourd ou qui fait un mouvement propre et tout ça, je suis impressionné. Honnêtement, tout à l'heure, je vous le dis, j'étais à la salle de mon immeuble. Il y a une femme, bon, elle a un physique, je pense qu'elle s'entraîne depuis un moment, parce qu'elle a un très bon physique. Elle faisait un mouvement, honnêtement, je me dis, putain, elle est balèze. Et j'étais vachement impressionné. Et au contraire, il y avait un mec devant lui, elle, il était un peu plus balèze forcément que moi, potentiellement, mais il faisait un mouvement tellement dégueulasse. Je me suis dit, enfin, vraiment, je me suis dit, lui, il se fait du mal en s'entraînant, tu vois. Et ça arrive. Donc, je sais pas où je voulais aller avec cette théorie, mais ce que je veux dire, c'est que homme ou femme, il y a une question effectivement de connaissance, il y a une question d'expérience à la salle. Mais voilà. Et de toute façon, toi, Marie, quand on a commencé le coaching, tu étais déjà en salle, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves que j'ai à la maison et qui basculent en salle ou qui restent à la maison. C'est pas un problème non plus, je crois pas. Et puis au Donc, final, juste pour revenir sur le regard des gens, au final, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Parce que si ça se trouve, bien souvent, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, c'est bien. Et c'est peut-être pas forcément juste pour mater ou pour dénigrer, c'est juste pour dire, bah ouais, en fait, elle envoie, quoi. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup plus ce genre de pensée qu'on ne le croit, je pense, en toute honnêteté. mm, oui, moi, je pense qu'il y a plus de gens qui sont impressionnés. En fait, personne ne juge négativement. Les gens expérimentés, généralement, ne jugent pas négativement les débutants. Ou alors, c'est des débiles mentaux. Mais ça, il y en a partout. On ne peut pas les juger, ils sont cool, tu vois. Mais moi, par exemple, je peux regarder un débutant et me dire, ouais, là, il fait mal. Ça me fait plus de. Je me dis, merde, ça me fait chier qu'il fasse mal. Potentiellement, j'irai l'aider. Mais je ne suis pas à le juger parce que je sais que j'étais à sa place. Je sais exactement. Moi, je vois bien quand Marie m'envoyait ses premières vidéos ou d'autres, bah, c'est pas parfait. Et moi-même, quand je me filme, vous voyez peut-être en story, je sais très bien qu'il y a des mouvements que je peux encore m'améliorer. Pourtant, je le poste devant des centaines, des dizaines de milliers de personnes. Tu vois, et je sais qu'il y a des gens, même des coachs, ça m'arrive moi-même de me faire juger, hein. Vous voyez pas les commentaires que nous on reçoit, mais il y a des gens qui me disent, ouais, mais non, mais tu fais pas bien. C'est bien, vas-y, continue. Mais tu vois, donc à n'importe quel niveau, on sera jugé par quelqu'un qui pense mieux savoir que nous. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Mais
dans tous les cas, on peut prendre les conseils des autres, c'est super important. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu déjà comment tu te sens aujourd'hui par rapport à peut-être il y a quelques mois slash années? Et est-ce que physiquement, tu as vu des changements? Tu vois, on a parlé un petit peu de tout ça, mais pour conclure un petit peu. Alors, quand je t'ai contacté, je faisais 74 kilos. Enfin, pas de muscles ou très peu de muscles, hein, le service minimum de muscles. Aujourd'hui, je suis à 65 kilos et grosso modo, je suis passée d'un 44 à un 38. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie physique. Et j'ai pris confiance en moi, quelque chose d'incroyable dans la vie de tous les jours. Euh, de m'assumer, de plus avoir honte l'été quand je vais à la plage, de pouvoir porter ce que je veux, enfin voilà, de porter des robes moulantes, chose que je faisais absolument pas. Voilà, et puis me dire que bah je suis en pleine forme et que j'ai de la santé et que je peux m'occuper de mon fils, quoi, avec lui, l'emmener au parc et que je suis Est-ce que, pas. est-ce que Ah c'est, ouais. est-ce que je pense à ton fils et toi quand vous faites des exercices, tu t'as fait aussi des exercices avec lui, non? T'as pas fait des tractions avec lui, je crois. Putain. Si, si, parce que du coup, Ouais. bah, je l'emmène au parc parce qu'il allait faire le sport et je l'ai emmené dans un espace de strict workout. Et puis, bah oui, bah, je prends mon fils sur mon dos et je fais des tractions. Voilà. Voilà. Vous pourrez jouer avec vos enfants et en même temps vous Ouais, entraîner c'est ensuite, ça. donc c'est assez ouf. Et même lui, du coup, parce qu'il me dit oui, mais moi, bon, il a que 3 ans, mais oui, je vais aller à la salle de sport, fais voir tes vidéos. Voilà. Donc, Bah, c'est sûr que d'avoir une maman en forme qui est plus forte que la majorité des hommes, la majorité des hommes ne savent pas faire de traction, soyons cohérents. Donc déjà, ça donne confiance. Je pense que déjà, voilà. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé, si vous regardez le live, de savoir faire des tractions, on s'en fiche. oui, C'est un non. exemple. Mais c'est un exemple, c'est qu'aujourd'hui, à n'importe quel niveau, moi je le vois aussi, j'ai fait mes tractions il y a 2 jours, il y a un mec qui est venu me parler, un Égyptien, là, il me dit, ouais gros, en anglais forcément, comment tu fais? Parce que j'avais des poids, moi j'avais 15 kilos, je suis aussi fort que Marie, hein, je peux vous dire, Marie elle fait pareil que moi. Moi, j'arrive pas à en faire une. Comment tu fais? Et j'ai eu pareil, en story, j'en ai partagé hier, une personne qui m'a demandé aussi les étapes et tout ça. Et en fait, c'est du travail, du temps et de la régularité. Et on va le voir demain aussi dans les 3 piliers de la perte de poids. C'est tout le temps ça, du temps, de la régularité et du travail. Mais aussi du plaisir. Pour le coup, moi, j'adore faire des tractions. Je pense que Marie, si t'en fais autant, c'est que t'aimes bien ce mouvement-là. Carrément. Euh, Mais c'est difficile, hein. Forcément. C'est difficile parce que c'est un objectif qu'on s'était fixé. J'arrivais même pas à tenir une seconde, ne serait-ce que pendue. Par contre, bah, faut être focus et se dire que bah, si on a un objectif, faut se donner les moyens. Et bah, des tractions, j'en ai mangé 2 fois ou 3 fois par semaine pendant des mois. Et voilà, bah, il y a un an, je devais peut-être faire une traction. Et maintenant, je passe une traction à 22 kilos lestée, quoi. Voilà. Donc, c'est énorme. Bon, après, comment t'es arrivé? C'est que tu as amélioré ta technique, perdu Oui. du poids, enfin perdu du gras, pris du Du muscle. gras. Et donc, on le verra demain dans les pieds de la perte de poids, mais perte de gras et prise de muscle, c'est le combo gagnant pour un physique athlétique et au top, quoi. En termes C'est pour de ça d'ailleurs. santé, c'est mieux. C'est pour ça d'ailleurs que vraiment, j'insiste vraiment sur quelque chose, c'est difficile. Et même moi aujourd'hui, enfin, je me pèse toujours, mais en fait, se peser, c'est bien, on dit qu'on perd, mais ça fait pas tout. Quand on me voit, là, je vous dis, j'ai perdu grosso modo 10 kilos, 9-10 kilos. Mais quand les gens me voient, ils me disent, putain, mais t'as perdu au moins 15 ou 20 kilos, quoi. Bah, peut-être que physiquement, c'est ce que ça donne, mais sur la balance, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est pour ça que, franchement, le meilleur repère, c'est à la limite de prendre un vêtement que vous avez en début de parcours et voilà, le remettre de temps en temps et se dire, OK, ça a grandi, ça a grandi. Parce que ça, en fait, c'est factuel. Se regarder dans le miroir, ça va pas être factuel parce que vous regardez un instant T, ou alors il faut faire des photos avant-après. Mais je pense que c'est bien. Moi, je garde aussi mes ceintures, toutes mes ceintures que j'ai rachetées, j'en ai racheté 4 ou 5. Mais ça, c'est du factuel et c'est du concret. Et en fait, c'est important d'avoir ces choses-là à un moment donné parce que à un moment donné, vous allez avoir une baisse de morale, ça va être difficile, vous allez reprendre du poids, mais parce que ça fait partie du processus. En fait, ça va pas être linéaire. Je pense que Clément, il a dû vous l'expliquer. C'est absolument pas linéaire. Il y a des escaliers. Des fois, oui, il va y avoir une grosse perte. Après, on va reprendre. Mais des fois aussi, c'est bien de se souvenir de là où on vient pour se dire, OK, bah, j'ai déjà fait ce parcours-là. C'est bien, faut être fier de soi, c'est difficile. Moi, je suis très exigeante avec moi-même.
je manque beaucoup de clémence, mais vraiment, c'est de se faire confiance et de se laisser le temps et de croire en soi et au processus. Et franchement, je vous encourage vivement à prendre contact avec Clément. Vraiment parce que franchement, au niveau de l'écoute, au top, disponibilité géniale, à l'adaptabilité du train de vie. Des fois, je dis, ouais, mais là, je peux pas m'entraîner, là, je peux pas faire ci, ça va être compliqué comme ça. Ok, bah, on adapte. Après, il faut avoir des vraies raisons. Hein. Je vous parle pas de, ouais, j'ai pas envie d'aller m'entraîner parce que j'ai la flemme. Non. Parce que, voilà, il y a un moment donné où le train de vie fait que c'est compliqué. Mais franchement, si c'était à refaire, je le ferais plutôt, clairement. Et sans hésiter. Vraiment. C'est Vraiment, top. vraiment. Merci beaucoup, Marie, pour ton retour.